Donc pour reprendre ce qu'on avait fait il y a 2 semaines, puisque du coup ça commence à faire un peu long, euh, on a commencé par faire en sorte que l'ennemi puisse être marché dessus, à faire en sorte qu'on puisse lui sauter dessus avec le stomp. Donc on a créé une zone Area 2D sur laquelle on a mis une collision, et dans le code, donc on a rajouté un signal ici. Ici c'est pour dire qu'il y avait un signal. Et en fait, on lui a dit que lorsqu'il y avait un corps qui entrait, donc il y a une différence entre une zone, area, et body. Principalement, body, c'est quand c'est tout ce qui hérite de physics body. Donc on a rajouté un signal ici qui permettait de savoir quand quand la zone du joueur en fait a atteint est rentrée dans cette zone-là, et du coup faire tuer l'ennemi. Pour tuer l'ennemi, on appelle Q3, qui en fait le libère totalement et le retire de l'arbre total de la scène, de ce qui est en train d'être joué. Et on a d'abord désactivé les collisions pour éviter d'avoir des collisions. De mémoire, ça ne marchait pas ultra bien, dans le sens où on pouvait avoir parfois des collisions qui se faisaient même quand l'ennemi venait d'être tué. Je pense que c'est surtout un niveau timing. Je crois qu'il y a eu une question. Ah, c'est le 4 quarts de Mehdi. 4 quarts au chocolat, d'accord. Ça donne faim. Euh, Ensuite, ce que l'on a fait, donc par rapport au joueur, on lui a rajouté sa zone justement. Donc ici dans les players, on lui a rajouté donc le Stomp Detector en bas au niveau de là, ce qui pourrait être ses pieds, une petite zone rectangulaire qui fera en fait la sorte de collision en quelque sorte entre cette zone-là, entre le joueur et celle de l'ennemi. Et on lui a rajouté aussi un signal. Donc cette fois-ci, Area Entered, parce que c'est par rapport à la zone ici. Storm Detector, c'est une zone. Donc on utilise le signal pour la zone. Et en gros, on a juste rajouté en Y, dans la vélocité en Y, on a directement défini comme étant une impulsion. Donc l'impulsion de base, pour faire en sorte que même si le joueur chute, il va directement se mettre à sauter en quelque sorte. Et ensuite, on a fait en sorte que lorsque le joueur, donc avec l'ennemi détector ici, lorsque le joueur rencontre un ennemi, avec le body entered, donc le signal ici, de la même manière que pour l'ennemi, ben, il meurt. Voilà, donc si je lance le jeu, voilà, ça s'est lancé. Donc on pouvait déplacer le personnage, l'ennemi il se déplaçait que lorsque la caméra l'atteignait, et en lui sautant dessus, on l'élimine. Si je recharge et que je me fais percuter, c'est nous qui mourrons. Donc ça c'est le principe de base du jeu. Bien sûr, on peut le peaufiner évidemment, puisque là c'est juste le fait de pouvoir interagir avec les ennemis. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est rajouter des éléments sur la carte pour la rendre un peu plus intéressante. Genre ce genre de truc. Voilà, voilà, vite fait. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était que l'on pouvait rajouter un petit effet sur la caméra du joueur. Donc là, je vais modifier juste la caméra sur cette scène-là. Donc ça s'appelle le smoothing. Globalement, ce que ça fait, c'est que au lieu que la caméra, comme actuellement ici, elle se déplace vraiment en brut, elle suit exactement le déplacement du personnage. On va pouvoir faire en sorte d'avoir une sorte de petit lag sur la caméra pour que elle se déplace pas tout de suite, et elle se déplace un peu plus lentement. Donc ici sur le smoothing, vous pouvez cliquer sur Enabled pour l'activer. La vitesse, ce sera sa vitesse de déplacement. Et il y a ici deux éléments, Drag Margin H, Drag Margin V. Globalement, en fait, les Drag Margin, ça définit une zone. En fait, c'est une proportion de l'écran sur laquelle le personnage, s'il dépasse cette zone-là, la caméra va se mettre à bouger. Donc on va le dire en horizontal et vertical. Et ici, drag margin, on définit en fait la largeur de cette zone-là. Donc si ça va vers 1, donc comme ici c'est écrit, si ça va vers 1, la caméra en fait va bouger que si le joueur il touche cette caméra-là. En gros, il va pousser la caméra, en quelque sorte. Donc ce que l'on veut faire, c'est que elle se déplace instantanément lorsque l'on va de gauche à droite.
C'est-à-dire que du coup, elle va commencer à bouger dès que nous on va bouger. Mais par contre, il va y avoir un peu plus de mou en quelque sorte quand c'est en vertical. Bien sûr, vous pouvez changer ça comme vous voulez. Là, c'est pour l'exemple. Donc si je fais ça comme ça, en fait, donc là elle bouge pas parce qu'elle est à la limite, mais une fois que j'ai dépassé, je sais pas si ça se voit bien sur le live, elle se déplace un peu plus lentement. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Ça se voit très bien. Moi, je Ça se voit trouve très que ça bien? se voit aussi. Voilà. Ouais, ça se Donc voit. l'idée c'est vraiment comme ça. Alors je peux pas vraiment vous montrer en vertical, malheureusement. Ah si, peut-être comme ça. Ah non, parce qu'il y a une limite. Alors attendez. On va modifier un peu la carte. Euh, On va essayer de faire ça comme ça. Donc si je chute, voilà, la caméra descend pas tout de suite. Donc pour ceux qui ont regardé certaines vidéos du JDG, ce comportement-là, il est pas appréciable. Donc du coup, il faut faire des modifications pour éviter de voir les plateformes trop tard. Vous voyez quand on descend. Donc c'est vraiment encore des choses à paramétrer soi-même, à faire des tests au fur et à mesure, voir ce qui peut être le plus intéressant. Mais globalement, l'idée c'est de faire en sorte que la caméra, elle soit un peu plus agréable en quelque sorte. Et du coup, en bougeant, en modifiant la vitesse ici, donc si je vais à 10 par exemple, la caméra va se déplacer beaucoup plus vite. Du coup, quand on chute, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà mieux. Et il y a quand même un léger effet. Bon là, il est très très léger. Mais on peut ensuite, en modifiant, par exemple, si je vais mettre 8, voilà, on a un effet qui est pas si horrible. Voilà. Donc ça, c'est pour l'effet de la caméra. Ensuite, est-ce que donc vous pouvez bien sûr donc en réglant un petit peu en réglant les marges, vous pouvez rajouter un peu plus de une petite zone sur laquelle le joueur va pouvoir se déplacer sans que la caméra bouge. Par contre, il y a un petit inconvénient avec ça, c'est que alors la vitesse là, je sais pas si vous voyez le sprite du personnage, il est pas étant donné que la caméra le suit pas instantanément, le suit pas directement en fait, il y a une sorte de flou qui se fait autour du personnage. Mm. Ah voilà, là, vous allez pouvoir le voir normalement. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui. Voilà, donc ça dépend de la vitesse de la caméra évidemment, puisqu'elle suit pas exactement. C'est encore un truc à régler. J'ai pas encore regardé comment on pouvait faire ça en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de flou, mais pour l'instant en fait, bah, il faudra soit faire avec, soit essayer de faire des tests pour voir une bonne vitesse qui permet d'éviter ce genre de choses. Je vois que quelqu'un nous a quittés. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est comment ajouter un fond d'écran. Puisque là, donc, il y a juste le fond de l'éditeur. Nous, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est personnaliser un peu le jeu pour qu'il y ait des choses qui s'affichent de manière un peu plus sympa. Et donc, pour faire ça, en fait, c'est très simple. Honnêtement, c'est très simple. On va rajouter un rectangle, donc une texture, en fait, ça va être qui va être en fait l'image du fond. Donc ici, je la fais glisser dans la texture. Donc ça va charger ici une image. Évidemment, elle est devant tout. Alors, on peut corriger ça de cette manière-là, puisque je rappelle que Godot, il va dessiner les choses dans cet ordre-là. Mais pas que. Donc justement, je vais vous en parler. Donc si je fais ça comme ça, admettons, alors si je modifie la carte, je vais vous montrer quelque chose. Si je rajoute plus d'éléments, bien sûr la caméra. Je vais enlever les limites comme ça. Donc voilà, l'image de fond, elle ici, elle s'est arrêtée. Donc ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est faire en sorte que soit l'image elle est répliquée, soit en fait elle ne bouge pas. Et là, je vais vous montrer comment faire pour qu'elle ne bouge pas, puisque c'est une image toute simple. Et la faire répliquer, c'est pas plus compliqué en soi que ce que je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer ici. On va le placer ça en fait dans un canvas layer. En gros, canvas layer, ça permettra de définir des choses qui vont pas faire partie du monde. Donc des dessins justement de choses qui sont en arrière-plan.
c'est-à-dire qu'en fait, on va pas interagir avec, ça va être du décor. Voilà, c'est purement du décor. Et l'intérêt, c'est que on peut définir ici un layer. Donc le layer ici, je vais le mettre à -100, puisque c'est censé être du décor qui est en arrière-plan. Et en fait, le principe du layer, c'est de dire, lorsqu'il y a deux éléments qui sont censés se superposer, donc le layer qui va être le plus négatif va être celui qui va être dessiné en tout premier, puis ensuite ça va être les layers qui sont plus au-dessus. Donc le fait de mettre à -100, on s'assure qu'on peut avoir plusieurs choses qui vont se superposer par-dessus. Par exemple des nuages. Admettons, si on veut faire des nuages, on les mettra aussi dans un canvas layer, avec un layer au plus de -100 pour qu'on puisse le faire en sorte de dessiner les nuages par-dessus ce fond-là. J'ai une question. Est-ce Euh, qu'on peut aussi faire du coup, des images comme ça qui interagissent pas, qui sont au-dessus des objets qui interagissent? Ouais, justement, c'est avec le layer. Par exemple, là, de base, le joueur... Alors, je sais pas si ça se genre... Non, ça doit être là. Alors, Pour répondre à la question, j'ai remarqué que si on glisse des images directement sur la scène, elles sont automatiquement en premier plan et passent devant le joueur. Ouais, c'est parce que du coup, elle est située, justement, comme j'avais montré ici, en dessous. Et donc, du coup, elle est dessinée de base là. Parce qu'en fait, on n'a pas défini de layer. Quand on définit pas de layer, de base, je pense que c'est à 0. Et en fait, quand c'est à 0 et qu'il n'y a pas le z-index qui est défini, je vous explique un peu plus tard ce que c'est, eh bien ça va dessiner juste de haut en bas. Mais le fait d'avoir le layer, ça va décider toujours de haut en bas, mais ça va te permettre de dire que au niveau de la priorité, je pense que c'est une sorte de priorité, ça sera toujours plus bas. Et donc du coup, ça sera quand même dessiné plus bas. Donc en fait, le joueur, je pense qu'il est en 0. Non, même pas. Alors si je mets en 1... Ouais, voilà. Donc, si je mets en 0, ah bah oui, évidemment, je l'ai mis en 0, ça veut dire qu'il est sur la même couche, mais comme il est juste en dessous, pardon, il est juste au-dessus, il est dessiné par-dessus. Voilà. Donc si je le place comme ça, il est dessiné par-dessus. Donc ce que tu peux faire, c'est toujours mettre dans des canvas layers quand même, puisque tu peux quand même du coup gérer les layers, et rajouter plusieurs infos. Il y a le follow viewport par exemple, que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça. Donc ici, ici dans un canvas layer, je lui ai dit, tu vas te dessiner par rapport au viewport, et en soi, comme tu es un élément du décor, tu vas pas te déplacer, mince, évidemment, tu vas pas te déplacer en même temps que le reste des objets en fait. En gros, sa position ne va pas être changée. Donc là, si je dépasse, vous allez voir, voilà, le fond ne se déplace pas en même temps que le reste du monde. En gros, ça lui donne une position fixe par rapport au viewport, et pas par rapport au monde en lui-même. Donc si ensuite je redimensionne, est-ce que je peux redimensionner le... Non, c'est le canvas layer que je dois redimensionner. Non, il faudrait que je fasse quelques petits tests pour faire en sorte de bien redimensionner sur le viewport. Ah, voilà, je pense que là c'est bon. Donc ce que je lui ai dit, c'est que... non, c'était là. Il s'est redimensionné en fait par rapport à son conteneur. Et comme le conteneur, le canvas layer, c'est le viewport, il s'est redimensionné par rapport au viewport. Donc il y a plusieurs éléments. On peut garder l'aspect, on peut le mettre en centré, etc. Et ici, Scale on Expand, c'est lorsque la fenêtre est redimensionnable. Alors je sais plus si je l'ai désactivé ou pas. Non, j'ai pas désactivé. Ça va permettre de faire en sorte que le background, vous voyez, il se redimensionne avec. Donc ça, c'est des options d'UI que je vous parlerai la semaine prochaine. Voilà. Ah, ça fait... je sais pas si tu l'as vu, Corentin, il s'est fermé tout seul. C'était l'un des problèmes que je t'avais dit lorsque... Il y a des moments où lorsque je redimensionne, voilà, là, il a craché, il se ferme. C'est ce que je te disais il y a 2 ou 3 semaines. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, il se met à crash quand on redimensionne. Mais je pense que c'est à cause du scale en expand. Après, c'est vrai que j'ai jamais vraiment essayé de trop redimensionner ma fenêtre. Mais voilà. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop redimensionner la fenêtre de toute façon dans ce jeu-là, étant donné que ça étend la vue un peu plus, c'est pas trop désirable.
Donc voilà, ça c'est pour ajouter un background. Je pense qu'on pourra faire un workshop pour vous montrer comment faire un parallax background. PM ici présent, je crois qu'il est encore là. S'était amusé, non, ouais il est là. S'était amusé à jouer avec du parallax et c'était plutôt intéressant. Est-ce que vous savez ce que c'est l'effet parallaxe dans le doute? Oui. Parce que j'en parle, mais c'est pas dit que tout le monde connaisse. Pour être bref, ça permet de faire en sorte d'avoir des éléments qui se déplacent à des vitesses différentes, de faire une sorte de pseudo-perspective, un peu comme quand vous vous déplacez en voiture. Vous voyez les arbres qui sont juste devant, qui sont juste à côté de vous, qui se déplacent beaucoup plus vite que ce qui est au fond, c'est normal. Et ben l'effet parallaxe, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait les éléments qui soient plus proches de vous qui se déplacent plus vite. Et donc du coup, avec un parallax background, on va pouvoir simuler en quelque sorte cet effet-là. Ouais, merci PM d'avoir partagé le lien Wikipédia par rapport au parallaxe. Mais du coup, voilà, l'idée c'est juste qu'il va y avoir des éléments qui vont se déplacer plus vite que d'autres pour simuler un effet de profondeur. Les vieux jeux 2D de vue de côté, je pense notamment aux jeux de combat, ils utilisaient ce principe-là pour faire du décor en pseudo, enfin avec une sorte de profondeur. Est-ce que vous avez des questions? Hop, je crois qu'il y a un message. Non. Ok. D'accord, ok. Et donc, je vais aussi maintenant vous parler du Z-index, puisque je vous ai parlé du layer, mais pas du Z-index. Alors, globalement, le Z-index, ça peut faire penser un peu au layer, mais c'est pas exactement pareil. En gros, le principe, c'est que même si on est sur un monde 2D, il y a quand même un axe Z en 3D, et en fait, c'est la profondeur. Donc c'est la profondeur ici, donc on a le X et le Y, mais il y a le Z qui se prolonge encore. Et globalement, le Z-index, ça permet de dire à quelle profondeur on dessine les choses. Et donc là, de base, tout est dessiné en profondeur 0. Le Z-index ici est 0. Donc si je le mets en 1 et que je lance, normalement, on ne devrait pas voir le joueur. Ah, on le voit, ok. Ah, peut-être pas ici. Non, ok, bon, c'est étrange. Ah, mais non, c'est parce que la caméra. Ok, alors attendez. Si je remets là, et que la caméra, je change son Z-index à elle, et que je la mets en -1. Normalement... Ah, bon, ok. Je me suis foiré sur mon explication. Ok, j'arrive pas à reproduire le comportement. Globalement, l'idée c'était que les choses qui étaient dessinées dans un Z-index, ok, j'arrive pas à reproduire le comportement. Globalement, ce que ça permettait de dire, alors est-ce que ça, il y a une indication là? Ouais, donc, ça, comment? Ok, oui, bon, c'est la même chose. Globalement, c'est que les choses qui seront plus en profondeur vont être redessinées en avant, enfin avant les autres, et du coup, celles qui sont de plus en plus proches de... Comment dire? Avec un index plus grand, vont être dessinées par-dessus. C'est un peu encore comme l'ordre ici de dessin, juste que je sais pas pourquoi cette fois-ci il... Le Z-index, en fait, c'est un peu comme si c'était un axe en 3D, mais on met tout le temps la caméra en 2D, en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, les trucs qui sont plus loin seront vus derrière les autres. Alors, est-ce que j'arrive à reproduire le comportement? Ah non, j'y arrive pas là cette fois-ci. Ok. Ah, typiquement, ce que j'avais réussi à faire, et là je comprends pas pourquoi j'arrive pas, c'était que globalement, on pouvait cacher des choses derrière la caméra parce que la caméra était pas dans le même index. Alors là, je sais pas pourquoi ça ne le fait pas. Il faudrait que je regarde ça un peu plus en détail. Ok. Bon, je suis vraiment désolé par rapport à ça. Après, en un sens, le Z-index, vous n'allez pas tant que ça vous en servir, puisque si vous voulez contrôler l'ordre de dessin, vous pouvez le faire via l'ordre ici des nodes, et également via le layer. D'un autre côté... Ouais, non, c'est bon. Donc j'essaierai de voir ça pour la prochaine fois, pour mieux vous expliquer.
il vous expliquait, il vous montrait du coup exactement comment ça fonctionne. Là, je suis un peu triste que ça ne fonctionne pas. Alors ensuite, donc ça c'est par rapport au Z-Index. Je voulais vous montrer également comment on change de scène. Je sais pas si vous avez vu ça pour ceux qui ont commencé à faire la Game Jam. Le changement de scène, puisque là on n'a qu'une scène de base. Donc en fait l'idée c'est que ici on a notre monde level 1. L'idée c'est que quand on veut terminer le niveau, bah, on en change un nouveau. Lorsqu'on joue à un jeu de platformer, en général c'est pas un seul grand niveau, on peut, mais on a aussi des niveaux qui sont chargés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire une petite zone de portail pour changer de scène, pour vous montrer ça. Alors, ici. Donc ici j'ai déjà le portal, donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une scène. Ça va être une scène 2D. Non, pas le level 2. Ah bon, je vais créer la scène du niveau 2 et celle aussi du portail. Le portail, ça va être un area 2D. Que je place dans les entités, puisque c'est pas un personnage. Ici. Et donc, comme d'habitude avec les area 2D, il faut que je lui donne une collision. Et ici, je vais vous montrer après. Et l'area 2D, je vais lui donner comme sprite. Mince. Area 2D. Oui, non, effectivement. Tac. Sprite. Et je lui donne le portail, la texture ici. Alors, la collision, je la gère juste après. Donc je vais déplacer le portail. Alors. Tac. Pixel snap. Donc je vais le mettre en hauteur. Puisque donc ici c'est en 0, donc comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il sera placé sur le sol. L'idée c'est qu'on peut le faire en sorte qu'il soit pas déplacé, qu'il soit pas complètement sur le sol et qu'il ait l'impression de flotter directement depuis la scène du portail en le mettant un peu plus en hauteur comme ça. Donc ensuite je vais lui définir une collision. En gros la collision c'est juste pour dire quand le joueur il rentre dedans, juste pour le savoir en fait. Donc cette fois-ci je vais créer une capsule puisque c'est la même forme que celle du portail. Et donc je vais pas la faire de la même taille que le portail. L'idée c'est que si le joueur touche à peine le portail, il soit pas téléporté, mais qu'il montre vraiment qu'il a envie de rentrer. Donc je vais faire un truc un peu comme ça. C'est un peu plus symétrique, ça serait pas mal. Un peu comme ça. Donc ici. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est que lorsque globalement il y a quelque chose qui rentre dans le portail, donc le joueur, eh bien on va pouvoir changer de scène. Donc je vais ici dans les collisions. Donc le portail ne fait pas partie de la couche du joueur. Il va faire partie de la couche portals. Non, même pas. Non, il va pas faire partie de couche et il va interagir avec les joueurs. Alors je vérifie rapidement pour pas dire de bêtises. Tac, ouais, c'est ça. Donc globalement, il appartient à aucune couche parce que on va pas avoir de collision avec lui. On veut juste que lui sache qu'il y a une collision. Donc du coup, le masque avec le joueur. Ce qui empêche également du coup d'avoir des ennemis qui interagissent avec le portail et font téléporter le joueur. Ça peut être un comportement qu'on veut faire, par exemple pour des pièges, choses comme ça. Mais là, dans l'idée, on va juste faire avec le joueur. Et je vais aller sur la collision shape et ah non, juste sur l'area 2D. Lorsque il y a un physics 2D qui rentre, donc le joueur en fait. C'est pas un area. Évidemment, j'ai pas créé de script. Tac, tac, tac. Ok. Ah mince, j'ai pas enlevé le. J'enlève le code dont j'ai pas besoin pour l'instant et je retourne ici sur les nodes. Et lorsque on a le joueur, donc on portail body entered,
L'idée, c'est que si on a le joueur qui rentre dedans, on va juste changer de scène. Alors pour changer de scène, on utilise la fonction change scene ou change scene to en fonction de ce qu'on veut lui fournir. Donc là, j'ai fait getTree pour récupérer l'arbre total qui est en train d'être fait, de l'arbre de la scène actuelle. Donc scene2 prend en paramètre une chaîne de caractères qui est en fait le chemin de la scène que l'on veut instancier, sur laquelle on veut venir. Et le change scene2, ça prend en paramètre un packed scene. Globalement, c'est les scènes que vous avez ici, là, levels, level 1. Si on veut les utiliser telles quelles dans le script, en fait, c'est sous forme de packed scene. Il y a un inconvénient avec packed scene, c'est que c'est déjà chargé par le moteur et ça peut pas être rechargé à nouveau. Donc c'est pour ça que je vais pas l'utiliser, change scene 2, puisque l'idée c'est que le niveau 1 il soit déchargé en quelque sorte lorsqu'on l'a quitté et rechargé si on relance le jeu par exemple, enfin pardon, si dans le même jeu on retourne au menu principal et qu'on choisit de recharger le niveau 1. L'idée c'est de pouvoir du coup bien redémarrer la scène depuis le début. Donc ce que l'on peut faire, c'est directement mettre ici le chemin vers la scène 1. Hop, voilà. Je vais essayer de placer sur le niveau le portail. Je crois que quelqu'un a quitté également. Donc le portail, je vais le placer, admettons ici, et je vais remettre là. Et donc, si je rentre dedans... Voilà, donc là, ce qui vient de se passer, c'est que ça a rechargé la même scène. Donc ça peut être utile si on veut faire en sorte de faire encore une fois un piège. Donc ce que je vais faire, c'est juste lui dire de charger la scène level 2. Donc ça, globalement, ce que ça permet de faire, c'est on change de scène pour aller sur un écran de fin de jeu, par exemple, si on atteint le tout dernier niveau. Un écran de game over, si c'est un portail qui n'est pas censé être le bon. Et donc là c'est vite, puisque justement, j'ai rien mis dans la scène 2. Donc ce que l'on peut faire, donc on peut garder la chaîne de caractères telle quelle. L'inconvénient, c'est que si on déplace ou qu'on renomme cette scène-là, il va falloir retourner dans le code en lui-même pour changer à cet endroit-là la chaîne de caractères. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de le permettre de le faire depuis l'inspecteur. C'est-à-dire que depuis ici, on puisse définir plus rapidement le chemin. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va exporter une variable que je vais appeler nextScene, qui va être égale à une chaîne vide. Pour l'instant, ça sera égal à une chaîne vide. Et ici, je vais mettre nextScene. Donc pour l'instant, c'est pas ultra propre niveau code, puisque là, on n'a rien mis du tout. Donc je vais vous montrer que si je fais ça comme ça, bien... Ah ah oui, d'accord. Le joueur, il a... Pourquoi est-ce qu'il a une collision? Ah, oui, effectivement. Je pense que c'est à cause du stomp detector. J'ai mal fait un truc. Le stomp detector, il va interagir avec players. Il n'est pas censé interagir avec players. Ouais, bon. Ça c'est encore un truc avec les collisions qu'il faut corriger. Pour l'instant, je vais juste vous montrer le principe du portail. C'est le plus important. Donc, si je retourne sur le code du portail, ici, il n'y a rien qui s'est passé, comme vous avez pu le voir, parce qu'il n'y a pas de chaîne de caractère. Et là, il y a Godot, si je vous montre les messages d'erreur, il me dit il trouve pas res de point //. Alors, dans les chemins des ressources, res de point //, c'est à partir d'ici. C'est la racine en fait du projet. Et donc les chemins, c'est défini donc res de point // et après le characters, enemies, etc. etc. Donc si je retourne dans portail, ici voilà. Donc on a les variables du script, donc on a nextScene. Alors ce que l'on peut faire, c'est s'amuser à taper
la ressource. C'est pas pratique. On peut également faire un clic droit ici et ensuite... Tiens, c'est étrange. Je crois qu'il y a une option activée pour récupérer le chemin. Ah bah non, mais non, c'est juste que je dois être aveugle. Non. Voilà, copy node path. Non, c'est pas la node path. Ici, copy path. Autant pour moi. Et on peut coller ici directement. Voilà. On peut également, en fait, c'est assez pratique. Dans l'export, on peut définir le type d'input, la manière dont on va taper la ressource. Donc ici, je vais laisser le fait qu'on puisse mettre une chaîne de caractères, mais je vais également dire qu'on peut charger un fichier. De cette manière-là, si je retourne dans le portail ici, j'ai le bouton ici, et je peux charger beaucoup plus rapidement en naviguant l'arborescence. Voilà, et ça va écrire ici évidemment la chaîne de caractères que ça a chargé. Donc ça c'est une manière de faire. À l'origine, ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé des packs de scene, et j'avais fait glisser en fait directement la scène ici. Le problème avec ça, c'est comme je l'ai dit, c'était que la scène était déjà chargée par Godot si c'était dans ce cas-là. Et si on fait un écran principal par exemple, le premier niveau un écran de fin, et qu'à l'écran de fin on demande de retourner à l'écran principal, donc si admettons level 2 ici c'était l'écran de fin, et que j'avais une packed scene qui permettait de dire laquelle de scène était l'écran principal, et que je faisais glisser, eh bien Godot me disait qu'il y avait un problème, parce que en fait, la toute première, la scène principale était déjà chargée. Donc c'est pour ça que je conseille d'utiliser juste les chaînes de caractères comme ça, plutôt que de faire glisser les scènes et d'utiliser des packs scene. C'est que si vous faites un chargement cyclique, ça va pas fonctionner. Godot ne vous laissera pas le faire. Donc le compromis que j'ai pu trouver, c'était d'utiliser file et de naviguer comme ça dessus. Voilà. Le truc, c'est qu'il y a toujours le principe de si jamais on renomme level 2, il faut rechanger en reparcourant là. Mais l'avantage, c'est que c'est pas directement dans le code. Ce qui veut dire qu'on peut changer directement via l'éditeur et qu'on n'a pas à re-rentrer dans le code. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait en sorte, quand vous vous souveniez, alors je crois que je l'avais peut-être montré. Vous vous souvenez quand j'ai créé l'Area2D, il y avait un petit point d'exclamation jaune à côté ici, pour me dire que j'avais pas rajouté la collision. On peut faire en sorte de dire à Godot de nous rappeler justement de la même manière que certains éléments on les a pas rajoutés. Et ça, en fait, c'est avec la fonction getConfigurationWarning. Donc c'est une fonction qui est déjà existante dans Godot. Ici, getConfigurationWarning. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner une chaîne de caractères. Et en gros, ça va vraiment ajouter dans l'éditeur le warning concernant le fait qu'on n'ait pas rajouté une information. Donc ce que je peux faire, c'est juste if next scene donc si next scene c'est égal à une chaîne vide, mince. Ce que l'on peut faire, c'est on va return donc la chaîne de caractères, donc pour nous dire nous l'indication qui va être écrite quand on va mettre le curseur dessus. Donc next scene must not be empty, par exemple. Et de base, on peut faire un return. Donc si on met rien du tout, ça va pas afficher de message. Et aussi, alors si je fais ça comme ça et que j'enlève la variable, ouais, donc il y a encore un petit souci au niveau de Godot, au niveau de l'actualisation. Là, il me le dit pas. Alors si je relance portail, non, je crois qu'il faut que je referme le projet pour le faire. Ou alors attendez, voilà. C'était ça. Il y a une instruction tool qui permet de dire justement que c'est rajouté en fait à l'éditeur. C'est dommage, j'arrive pas à accéder à la définition. Globalement, en fait, ça permet vraiment de faire en sorte que getConfigurationWarning fonctionne. Donc là, il me dit donc notConfigurationWarning justement parce que c'est le principe et le message que je lui ai donné. Et donc si je lui donne correctement la scène là et que je relance. Voilà, donc il n'y a plus le message qui s'affiche. Donc ça c'est très pratique pour que vous vous rappeliez
lorsque vous rajoutez le portail dans une autre scène, par exemple, parce que là justement je l'ai fait dans le portail lui-même, mais on n'est pas censé. C'est-à-dire que je suis censé faire ça. Portail ici. Là, j'ai le message pour me dire justement que j'ai pas rajouté. Et donc dans ce cas-là, hop, et je crois qu'il faut, voilà, il faut que je rebuild. Donc dans ce cas-là, c'est bon. Donc ce qui veut dire que le portail, je peux réutiliser le même portail. Ici, évidemment, il me fait le warning, mais l'idée c'est de pouvoir réutiliser exactement le même portail dans toutes les scènes. C'est-à-dire que dans level 2, je peux mettre aussi également le portail. Et j'ai juste à changer, ici il me dit toujours, j'ai juste à changer, et en fait, je retourne au level 1. Et admettons si je fais ça comme ça. Ah oui, il n'y a pas le joueur évidemment. Mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse réutiliser le portail pour ramener à n'importe quelle scène. Donc ce qui fait que avec juste là, on peut juste ce portail là, on peut se déplacer de scène en scène. Voilà, donc pour récapituler le principe de changement de scène, on évite les pactes signes, puisque s'il y a des chargements cycliques, ça va pas fonctionner. Même si ça a l'avantage d'être beaucoup plus rapide, puisqu'il suffit de faire un glisser vers l'inspecteur. Je pense que on peut se permettre de le faire lorsqu'on est sûr qu'il n'y ait pas de nouveau chargement qui est effectué, que c'est effectué vraiment qu'une seule fois dans tout le jeu. Mais c'est quand même plutôt rare. Et donc, on peut charger via le portail, on peut changer de scène très rapidement via le code ici, qui est getTree change scene. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, en effet, j'aurais une question sur les variables. Imaginons que de façon roleplay, je mets un portail dans ma scène 1 et un portail dans ma scène 2 pour que, de façon jolie, celui dans la scène 1 me met exactement sur le portail de la scène 2. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer des variables de la scène 1, histoire de, si je tombe dans le portail 1, j'ai la même vitesse de chute dès que j'arrive dans la scène 2? Alors, pour faire ça, alors, je viens enfin, je crois que tu as dit un petit élément qui est pas tout à fait juste. Là, le fait d'avoir le portail ici et de l'avoir mis ici, ça veut pas dire que le joueur, quand il va rentrer dans le portail, il va arriver tout pile ici. Il va arriver là où on Mais lui, on il a définit dit en fait. s'il fait exprès de le faire. Mais voilà, si tu fais exprès de le faire dans ce cas-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dans level 2, dans le script de level 2, tu lui donnes dans une fonction. Donc si je lui attache un script, ouais non, je vais juste me baser là sur le joueur. Admettons, ça c'est le code de level 2. Globalement, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu lui mettes une fonction au niveau, que quand tu le charges, en fait, vas lui définir ensuite les variables du joueur. Donc sa vitesse de chute. Donc globalement, quand tu vas créer ton level 2, tu vas mettre ton joueur aussi. Et ce que tu peux faire en sorte, c'est que il a une fonction qui modifie les valeurs du joueur pour reprendre le même. Ou alors, une autre manière de faire, je sais pas si c'est réellement réalisable sur Godot, je l'ai jamais testé, ce serait d'essayer de passer le nœud player dans la scène level 2. C'est-à-dire que du coup, ce serait exactement le même nœud qui serait passé dans level 2. Je sais pas si c'est réellement faisable, je t'avoue que je l'ai pas du tout testé. Je pense que il est possible que ça soit une alternative, mais sinon l'idée la plus simple en quelque sorte, c'est que tu es dans level 2, une fonction que tu appelles, et du coup qui va modifier des attributs du niveau pour ensuite modifier le joueur actuel. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, d'accord, j'arrive à comprendre. On utilise une fonction pour pouvoir aller initialiser les variables du player dans level 2 en Ouais, extrapolant celles de level 1. Ouais. ouais, voilà, en quelque sorte, c'est ça. Donc ici, globalement, quand tu fais changer de scène, euh, donc tu vas charger ta scène. Ce que tu peux faire, c'est la charger. Euh, Alors attends, que je vérifie. Si je fais load, ça fait ressources. Ouais, non. Là, je veux pas dire de bêtises puisque c'est absolument pas testé. Mais globalement, ouais, si tu fais cette fonction-là, donc tu changes la scène. Le truc, c'est que si tu changes de scène tout de suite,
tu vas pas pouvoir définir les éléments. Je vais faire des recherches sur ça. Puisque l'idée en fait c'est de charger d'abord la scène avant de la changer, pour que tu puisses changer ces éléments et appeler des fonctions dessus. Parce que là, si tu fais change scene, ce que ça va faire, c'est que ça va détruire l'arbre actuel et ça va remplacer par l'arbre de la nouvelle scène. Donc ça va tuer en fait ce que tu étais en train de faire actuellement. Donc ça, je regarderai ça pour la semaine prochaine. Ou même plus tôt, justement, si tu en as besoin, je regarderai ça pour ce week-end s'il faut. Euh, donc, Oh, t'inquiète l'idée... pas, pour mon côté, c'est pas urgent. Merci, David. D'accord. Mais voilà, dans l'idée, c'est soit passer par une fonction qui va modifier les attributs de l'ennemi dans le next scene, soit directement fournir dans next scene l'instance actuelle du joueur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Je vais me permettre de rallonger légèrement la séance à cause du fait que j'ai causé pas mal de retard. Je suis vraiment désolé. Pour vous montrer juste le principe des animations dans Godot. Alors ça va pas être les animations du style le personnage il bouge sa main. Ça va être une animation au niveau des propriétés des éléments dans le jeu. Donc basiquement, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc assez simple. C'est... Alors, je vais d'abord créer une animation sur le portail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un enfant qui s'appelle Animation Player. Vous l'avez peut-être déjà vu lorsque vous faisiez les recherches. Animation Player. Ce que ça va faire, en fait, c'est qu'on va pouvoir définir des pistes d'animation, des tracks. Ici, si on fait New... Non, alors, attendez. Oui, il faut que je fasse New. Voilà. Je vais le renommer d'ailleurs, je me suis trompé. C'est Start. Ici, en fait, on a une animation qui va s'appeler Start, que je définis en tant qu'animation par défaut. Et globalement, ça va permettre de modifier en fait les attributs dans l'inspecteur de certains éléments. Donc, si je suis ici dans Animation Player, que je clique sur Portal, sur le portail ici, vous voyez qu'il y a plein de clés qui sont apparues. En fait, globalement, ce que ça permet de dire, c'est que ça permet de dire à l'Animation Player de conserver un accès à la propriété pour ensuite la modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est, admettons, je vais prendre ça sur le sprite et je vais changer son opacité. Je crois que c'était le modulate. Alors je teste un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ce que je vais dire, c'est que je vais garder l'accès sur modulate. Donc ici, on nous demande est-ce qu'on veut traquer en quelque sorte modulate. Donc je vais créer ici. Donc ici, c'est apparu. Et de base, on a ici un élément. Donc, en fait, on peut y accéder directement pour dire que à ce moment-là de l'animation, ce sera cette valeur-là. Donc de base, c'est à 100. Et donc je vais laisser ça pour l'instant comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle animation qui va... donc là, je vais l'appeler fade out, parce que le principe, c'est juste de faire disparaître le portail. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, de la même manière, je vais recliquer sur le sprite, faire un modulate, ici. Donc, je la crée. Et en fait, je vais lui dire, de base, donc pareil, t'es au maximum, l'opacité. Et ensuite, lorsque je vais ici me déplacer, par exemple en une seconde, ici donc ça c'est en nombre de secondes, au bout d'une seconde, ce que je veux, c'est que tu aies disparu, ici. Et ensuite, alors il faut que je clique sur... Voilà, clic droit, insert key. Donc l'idée en fait c'est que ça va faire une interpolation et on va pouvoir, donc ici c'est linéaire, on va pouvoir ici modifier la courbe pour accélérer en fait la disparition. Donc de base, je vais la remettre linéaire pour vous montrer ça. Et donc
dans le code, ce que je vais faire, c'est que on va récupérer l'anime player, d'abord, ici, l'animation player, pour ensuite lui dire de jouer l'animation. Donc je vais le mettre en variable, pour que ça soit plus simple. Anime player, qui va être égal. Alors, je peux directement faire getNode. On vous l'a déjà montré, getNode ici, et on met le chemin. Il y a un raccourci ici, qui est juste le dièse, et je crois qu'il n'y a pas de parenthèse. Ah oui, c'est que sur le onReady. Effectivement, il faut que je mette en onReady. Globalement, onReady, c'est pour dire que lorsque la scène est prête, c'est-à-dire qu'elle a été chargée correctement, on va pouvoir ensuite définir des nouvelles variables. Alors le fait que ça soit ici une variable onReady, c'est un raccourci pour ne pas la mettre en fait dans une fonction ready. La fonction ready ici, ça permet juste de mettre dans ready que le code en lui-même et toutes les variables qui sont initialisées quand c'est prêt, on peut les mettre directement en onReady. Donc ici, là, le dièse, ça permet de faire un raccourci vers getNode. C'est juste pour écrire un peu moins de code. Pour ceux qui ont fait du JavaScript, du jQuery, il y a un peu cette idée-là aussi. Donc ici, lorsque je rentre dans le portail, ce que je veux faire, c'est que je vais dire à mon anime player de jouer une animation, donc avec play. Et ici, je mets la chaîne de caractères pour le dire. Donc évidemment, ça ne sera pas start parce que c'est l'animation qui est jouée de base. Donc je vais lui dire de jouer fade out. Et je vais rajouter une information, je vais vous montrer pourquoi juste après. Donc yield sur anim player et animation finished. Alors je vais vous expliquer tout de suite, une fois que j'ai montré ça, comment ça marche. Voilà. Donc en fait, ce que je viens de faire, c'est que je lui dis de de démarrer l'animation de fade out, et yield, en fait, ce que ça permet de faire, c'est d'attendre le retour d'une certaine fonction. Donc, ici, c'est un signal qui s'appelle animation finished. En fait, l'animation player, on l'a pas défini nous-mêmes, mais il a des signaux. Et donc, il y a l'un de ces signaux-là, c'est animation finished, qui est appelé automatiquement par Godot lorsque justement une animation est terminée de jouer. Ça permet de synchroniser, parce que l'idée, c'est que si dans le code, si je mets pas yield, en fait, l'animation va se jouer, ok, mais ah oui, mais évidemment, l'animation s'est jouée, mais le truc c'est qu'elle a été interrompue par le fait qu'il y ait le changement de scène. Donc l'intérêt c'est vraiment d'attendre que l'animation finisse d'être jouée avant de changer de scène. Donc si je fais ça, voilà. Donc évidemment l'animation elle est beaucoup trop rapide. Par contre, le changement de scène. Alors ce que je vais faire c'est que je vais légèrement décaler là. Ah mais non, j'ai inversé, autant pour moi. J'ai inversé, c'est ici. On le met à fond. Voilà. Voilà, j'ai inversé les deux. Donc de base, dans le start, l'opacité est maximum et après on la fait réduire. Donc on peut faire en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça soit plus rapide au début. De cette manière-là. Là je crois que ça sera plus lent. Ouais, voilà. Mince. Donc voilà. Le principe de ces animations-là, c'est vraiment de pouvoir modifier les propriétés de n'importe quel élément auquel vous avez accès depuis l'inspecteur. Donc si je retourne sur l'animation player, donc bien sûr, il faut que ça soit sur la même scène. Donc on peut animer, pareil, les collisions. On peut faire en sorte du coup que lorsqu'il y ait une animation sur le joueur, par exemple, qui se déforme, admettons, on peut essayer de faire en sorte que les collisions suivent, puisqu'on peut modifier les collisions, on peut faire en sorte, lorsque l'on va ici dans Animation Player, on peut bien sûr rajouter plusieurs autres suivis. Et donc du coup, si le joueur s'allonge, par exemple, on peut faire en sorte d'allonger exactement en même temps les collisions. Ce qui veut dire qu'on n'a pas
que les collisions elles vont pouvoir s'adapter et pas faire en sorte d'être légèrement différentes par rapport à ce que l'on voit. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer pour la séance d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux animations, par rapport à ce que je vous ai montré déjà là ou même avant? Est-ce que je peux dire un truc qui a rien à voir? Non, après. Après. Moi, j'ai une question, mais ça n'a rien à voir pareil avec ce qui a été fait là. Est-ce que c'est possible, enfin, je suppose que oui, mais de prendre de bouger la caméra, pas par rapport aux joueurs. Enfin, comment on fait pour récupérer les variables de position de la caméra et la faire bouger, genre indépendamment pendant le niveau, enfin toute seule, genre dans le faire un Ah! script. Est-ce que tu peux faire un script dans la caméra? Ah Enfin, oui, tu peux attacher un script à la caméra. Et du coup, ce que tu fais, c'est que. Donc, cette fois-ci, ce sera pas avec un Move and Collide. C'est juste. Alors, attends, si je fais. Non. Si je fais Funk. Ici, ce sera dans Process, parce que c'est pas en lien avec la physique. C'est juste avec la position. Point X plus égal, on va dire 10. Peut-être fois le delta. Non, on va dire 10 de base, juste pour montrer l'idée. Et je vais faire en sorte qu'elle ne suive pas le joueur. Donc ah, mais je peux pas la sortir là. Alors, est-ce qu'elle va se déplacer toute seule comme ça? Ouais, voilà. Donc là, elle se déplace vachement vite, mais tu peux régler du coup la vitesse et faire en sorte qu'elle se déplace toute seule. Ok, merci. Est-ce que c'est Voilà. possible de le changer en plein milieu d'un moment, par exemple, genre au début on dit qu'elle se déplace vers la droite et à un moment donné elle se déplace vers la gauche, enfin genre de changer de caméra. Enfin, ça, je suppose que c'est juste avec des Changer if, de en fait. caméra ou changer de direction? Ouais, oui, de direction ou de caméra. Bah, Enfin, globalement, ce que tu peux faire, c'est ici, tu fais une variable qui va être la direction, qui va être un vecteur 2 en fait. Et du coup, tu dis juste si c'est en 1, 1, ça veut dire qu'elle va se déplacer en haut à droite. Si c'est 0, 1, elle va se déplacer juste à droite. Non, pardon, en bas à droite, si c'est 1 si c'est positif en Y. Si c'est moins 1, ça veut dire elle va se déplacer en bas. Et du coup, tu peux changer comme ça dans ton script la direction, et dans le process, au final, ça va juste changer la direction. Donc du coup, tu peux faire ça, position, plus égale direction. Alors évidemment, ici, j'ai pas mis un égal. Position plus égale direction. Et donc du coup, ouais, je vais laisser moins 1, ça va se déplacer peut-être un peu lentement. Ça se déplace pas. Ça se déplace pas. Alors, c'est étrange. Ah mais non, c'est normal. Et je suis bête. J'ai dit que ça montait, sauf qu'il y a une limite en 0. Donc je vais la faire descendre à la place. Elle peut pas aller plus haut que ça, parce que je l'ai limité. Mais là, elle va pouvoir... Voilà, donc là, elle se déplace toute seule. Donc, tu peux changer via le code, du coup, si tu... Par exemple, tu peux faire un jeu où tout ce que tu fais, c'est déplacer la caméra. Et donc, dans ce cas-là, tes touches de déplacement, ça va changer la direction de la caméra. ok. Donc, elle va se défiler toute seule. Donc, juste appuyer sur une touche, ça va changer la direction, et du coup, elle va se défiler après toute seule. Ok, Voilà. trop bien. Merci beaucoup. De rien.